L'histoire commence avec un jeune homme nommé Mirai Kakehashi, qui se sent piégé dans une vie remplie de douleur et de misère. Se tenant au bord d'un haut immeuble, il décide de mettre fin à ses souffrances en faisant l'impensable. Mirai a enduré des années de malheur et ne voit plus aucune raison de continuer à vivre. Après avoir perdu ses parents à un jeune âge, Mirai a été recueilli par son oncle et sa tante. Cependant, ils l'ont traité avec cruauté, ne lui montrant ni amour ni gentillesse. Se sentant abandonné et indésirable, Mirai a grandi avec un cœur lourd, convaincu qu'il n'avait pas sa place dans ce monde. Certain que sa décision était irrévocable, il a sauté du bâtiment. Juste avant de toucher le sol, un ange radieux nommé Nasei est apparu et l'a sauvé. Elle l'a emmené dans un endroit paisible rempli de nuages où elle s'est présentée. Nasei a promis d'apporter du bonheur dans la vie de Mirai en lui offrant des pouvoirs extraordinaires. Elle lui a expliqué qu'il pouvait choisir entre deux dons, des ailes blanches pour voler ou une flèche rouge qui pouvait contraindre les autres à lui obéir. Au début, Mirai doutait des paroles de Nasei, pensant que tout cela n'était qu'un rêve ou une illusion. Pour tester ses dires, il a demandé à avoir à la fois les ailes et la flèche. À sa grande surprise, Nasei a exaucé sa demande, lui donnant la capacité de s'élever dans les airs et de manier le pouvoir de la flèche rouge. Pour la première fois, Mirai a commencé à croire que sa vie pouvait changer. Nasei a encouragé Mirai à garder espoir et à vivre une vie joyeuse. Elle a ensuite révélé une vérité choquante sur son passé. Son oncle et sa tante étaient responsables de la mort de ses parents. Mirai a été stupéfait et a eu du mal à assimiler cette révélation. Cependant, plus il y réfléchissait, plus tout semblait s'expliquer. Leur comportement cruel et la façon dont ils le traitaient comme un fardeau prenaient soudain tout leur sens. Déterminé à découvrir la vérité, Mirai est retourné à l'appartement où vivaient son oncle, sa tante et son cousin. En utilisant la flèche rouge, il a frappé sa tante, la forçant à lui obéir. Sous son influence, elle a avoué le terrible crime. Elle a admis qu'elle et son mari avaient tué les parents de Mirai par cupidité, voulant s'emparer de l'héritage laissé par le grand-père de Mirai. Il n'avait gardé Mirai en vie que pour toucher l'argent de l'assurance après la mort de ses parents. Submergé par la colère et la trahison, Mirai n'a pas pu contenir ses émotions. Sans s'en rendre compte, il a prononcé des mots souhaitant la mort de sa tante. Toujours sous le contrôle de la flèche, elle a obéi à son commandement involontaire et a fait l'impensable devant lui. L'oncle de Mirai est resté figé, le visage pâle de choc en voyant tout cela se dérouler. Il n'a pas prononcé un mot, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Mirai, horrifié en réalisant que sa tante était morte à cause de son ordre involontaire, a été accablé par la culpabilité. Pris de panique, il a pensé appeler une ambulance, mais il était déjà trop tard. Sous ses yeux, l'ange de la mort est apparu, emportant silencieusement l'âme de sa tante. En regardant le corps sans vie de sa tante, Mirai a été frappé par une profonde prise de conscience. Faire l'impensable avait été une terrible erreur. Les souvenirs de ses parents, pleins de chaleur et d'amour, lui ont subitement traversé l'esprit. Ils lui ont rappelé le bonheur qu'il avait autrefois connu et lui ont offert un aperçu de l'espoir qu'il pensait perdu. Même ainsi, l'événement traumatisant l'a laissé brisé. Il s'est enfermé dans sa chambre pendant des jours, incapable d'affronter le monde ou d'accepter ce qui s'était passé. Après plusieurs jours de réflexion, Mirai a commencé à rêver de quelque chose de simple mais significatif, une vie normale. Il souhaitait une maison sûre, suffisamment de nourriture et la possibilité de retourner à l'école. Entendant ses souhaits, Nasei l'a encouragé à prendre des mesures drastiques. Elle lui a suggéré de tuer son oncle et son cousin pour récupérer son héritage et sa maison. Pour l'aider, elle lui a offert un nouveau pouvoir, une flèche blanche capable de mettre fin à la vie de quelqu'un instantanément. Mais Mirai a fermement refusé. Il ne pouvait pas supporter l'idée d'utiliser un outil aussi mortel. Au lieu de cela, il a décidé de régler son problème avec son oncle de manière plus humaine. Mirai a ensuite demandé à Nasei pourquoi elle lui avait donné ses capacités extraordinaires. Nasei a expliqué que ses pouvoirs faisaient partie d'un plan divin. 13 anges, y compris elle-même, avaient été envoyés par les dieux pour choisir 13 humains comme candidats. Chacun de ces candidats aurait une chance de concourir pour devenir Dieu. Mirai était rempli d'inquiétude. Son désir d'une vie tranquille et ordinaire semblait désormais hors de portée. Cependant, Nasei lui révéla que les anges étaient engagés dans une compétition acharnée, chacun sélectionnant un humain qu'il considérait digne de devenir Dieu. Cette révélation laissa Mirai inquiet et incertain face aux défis qui l'attendaient. Le lendemain, alors que Mirai regardait la télévision, il vit un humoriste bien connu nommé Thomas Rodriguez. Thomas était toujours accompagné d'un ange, et il devint vite évident qu'il était l'un des candidats au poste de Dieu. Utilisant la flèche rouge, Thomas avait manipulé de nombreuses femmes célèbres pour qu'elles tombent amoureuses de lui. Entouré de ses admiratrices passionnées, il menait une vie luxueuse et indulgente, sortant avec de belles femmes chaque soir et profitant de son nouveau pouvoir. Cependant, la vie extravagante de Thomas prit fin brusquement. Un soir,
une silhouette mystérieuse vêtue d'un costume semblable à un cyborg apparut devant lui. Sans hésitation, l'inconnu frappa Thomas avec une flèche blanche, le tuant sur le coup. Il fut alors révélé que cet individu ressemblant à un cyborg était un autre candidat au poste de Dieu. Contrairement à Mirai, ce candidat était déterminé à éliminer ses rivaux pour s'assurer une place en tant que prochain Dieu. Le jour suivant, Mirai et Nassé se rendirent dans un lycée afin que Mirai puisse s'inscrire comme élève. À son soulagement, il fut accepté après avoir réussi le processus de sélection. Pendant ce temps, Mirai avait également réussi à convaincre son oncle d'avouer à la police qu'il avait tué les parents de Mirai pour s'emparer de leur richesse. Grâce à cet aveu, Mirai put récupérer l'héritage qui lui avait été volé. Pendant un moment, tout semblait bien se passer, mais Mirai apprit alors la nouvelle choquante de la mort soudaine de Thomas. Mirai ne connaissait pas la cause de cette mort ni qu'un autre candidat l'avait tué. Cette incertitude laissait Mirai anxieux et effrayé à l'idée que quelqu'un puisse venir après lui. Un jour, en se promenant en ville, Mirai fut témoin d'un braquage de banque. Les braqueurs avaient pris des otages et auraient tué certains visiteurs de la banque. Soudain, l'homme masqué qui avait tué Thomas apparut. Il se présenta devant la police comme un héros nommé Métropoliman, affirmant qu'il protégerait la ville contre le crime. Utilisant une flèche rouge, Métropoliman manipula l'un des officiers pour qu'il lui fasse entièrement confiance. Puis, avec ses ailes blanches, il s'envola dans la banque. Avec une vitesse et une précision incroyables, Métropoliman neutralisa les braqueurs, sauvant les otages encore en vie. Après avoir terminé sa mission de sauvetage, il fit une annonce audacieuse. Il déclara qu'il avait éliminé l'un de ses ennemis sur Terre et qu'il ne lui restait plus qu'à en vaincre 11 autres pour devenir Dieu. Ces paroles provoquèrent une onde de choc chez tout le monde, y compris Mirai et Nassé. C'est alors que Mirai et Nassé comprirent la vérité. Métropoliman était celui qui avait tué Thomas, et il visait maintenant les autres candidats au poste de Dieu. Il demanda à Nassé de lui retirer ses ailes et ses flèches, car il voulait vivre une vie normale et paisible. Mais Nassé lui expliqua que retirer ses pouvoirs pourrait entraîner sa mort, laissant Mirai se sentir piégé. Le lendemain, Mirai alla à l'école et remarqua quelque chose d'étrange. Un autre ange flottait autour d'une de ses camarades de classe, Saki Anakago. À cet instant, Mirai reconnut rapidement Saki comme une fille qu'il connaissait de son ancienne école. Depuis longtemps, il l'admirait secrètement sans jamais avoir le courage de lui avouer ses sentiments. Quand Saki vit Mirai, un événement inattendu se produisit. Elle tira une flèche rouge sur lui, le rendant instantanément soumis à sa volonté. Sous l'influence de la flèche, Mirai fut forcé de suivre ses ordres. Elle lui ordonna d'attendre dans sa chambre jusqu'à son retour de l'école, le laissant confus et incertain quant à ses véritables intentions. Quand Saki rentra chez elle, elle présenta Mirai à son ange, Revel. Contrairement à Nassé, Revel était un ange de premier niveau, seulement capable d'offrir à Saki le pouvoir d'une flèche rouge. Peu de temps après leur rencontre, Revel demanda à Mirai d'aider Saki à apprendre à voler en la portant dans les airs. Mirai accepta, et ensemble, ils s'élevèrent au-dessus des nuages, s'exerçant à leur mouvement. Alors qu'ils volaient, Mirai remarqua à quel point Saki semblait triste. Son visage était rempli de mélancolie, ce qui l'inquiétait. Il l'encouragea doucement à être plus joyeuse et à essayer de vivre avec de la joie dans le cœur. Saki écouta en silence, mais son expression triste ne disparut pas. Après la fin de leur entraînement, Revel se tourna vers Mirai et fit une demande surprenante. Il lui demanda d'aider à tuer Métropoliman, affirmant que c'était la seule façon d'assurer la sécurité de Saki. Bien que Mirai ne puisse imaginer ôter la vie à quelqu'un, il était toujours sous l'influence de la flèche rouge de Saki. Contraint d'obéir, il accepta à contre-cœur et commença à chercher Métropoliman. Cependant, Nassé l'arrêta rapidement, avertissant que c'était bien trop dangereux. Elle suggéra que Revel et Saki travaillent ensemble avec eux à la place. Heureusement, Revel et Saki acceptèrent et libérèrent Mirai de l'influence de la flèche rouge. Dès lors, ils décidèrent de rester ensemble en tant qu'alliés. Quelques jours plus tard, Métropoliman apparut dans une émission télévisée en direct. Il annonça qu'il invitait les 11 candidats restants au poste de Dieu à le rejoindre au stade Jinbo. Son ton était amical, mais son véritable objectif était clair. Il prévoyait de rassembler tous les candidats au même endroit pour les éliminer. Le lendemain, Mirai et Saki décidèrent d'assister à la réunion. Pour ne pas attirer l'attention, ils s'assirent discrètement parmi le public, se fondant dans la foule. Pendant ce temps, Nassé et Revel restèrent à l'écart pour regarder la diffusion en direct depuis un endroit sûr, s'assurant que Métropoliman ne soupçonnerait pas que Mirai et Saki étaient des candidats au poste de Dieu. Lorsque l'événement commença, Métropoliman fit une entrée spectaculaire au centre du stade, entouré de lumières brillantes. Peu de temps après, plusieurs autres candidats au poste de Dieu le rejoignirent sur le terrain. L'un d'eux, vêtu d'un costume bleu flashy de rangée, s'avança soudainement et tira une flèche rouge sur Métropoliman. Mais à la stupéfaction générale, la personne sur le terrain n'était pas le véritable Métropoliman, c'était un leurre.
Le vrai métropoliman restait caché, observant depuis un endroit sûr. Deux autres candidats, se faisant appeler Métro Bleu et Métro Yellow, montèrent sur scène. Ils prirent des micros et exigèrent que le vrai métropoliman se montre. Alors que la tension montait, ils enlevèrent leurs masques. Métro Bleu et Métro Yellow étaient Shogo Takeyama et Saburo Tabushi, deux jeunes hommes qui avaient échoué à leurs examens universitaires et avaient perdu tout espoir dans la vie. Ils avaient décidé de faire l'impensable ensemble, mais furent sauvés à la dernière minute par deux anges féminins qui leur offrirent une chance d'un avenir meilleur. Alors que Métro Bleu et Métro Yellow demandaient à Métropoliman de les affronter, une petite fille avec des ailes blanches descendit au centre du terrain. Son nom était Shion Nakayama, une jeune candidate au poste de Dieu choisie par un ange après avoir envisagé l'impensable en raison du harcèlement scolaire incessant qu'elle subissait. Innocente et pleine d'espoir, Shion avait l'intention de se joindre à Métro Bleu et Métro Yellow. Avant qu'elle ne puisse les rejoindre, Métropoliman apparut soudainement et la frappa avec une flèche rouge. Désormais sous son contrôle, Shion ne pouvait rien faire d'autre qu'obéir à ses ordres. L'avoir manipulé mit Métro Bleu et Métro Yellow en colère. Ils exhortèrent les autres candidats au poste de Dieu à les rejoindre pour combattre Métropoliman. Cependant, ils imposèrent une condition, toute personne rejoignant leur groupe devait accepter d'être frappée par leur flèche rouge en preuve de confiance. Peu de temps après, deux nouvelles figures, Métro Green et Métro Pink, se présentèrent en affirmant qu'elles étaient des candidats au poste de Dieu et qu'elles voulaient aider. Métro Bleu et Métro Yellow les accueillirent, mais c'était un piège. Métro Green et Métro Pink étaient en réalité des leurs engagés par Métropoliman pour prendre Métro Bleu et Métro Yellow par surprise. Profitant du moment, Métropoliman lança une flèche blanche sur Métro Bleu, le tuant instantanément. Ensuite, il frappa Métro Yellow avec une flèche rouge, prenant également son contrôle. À ce moment, la vérité fut révélée. Métro Green et Métro Pink n'étaient pas des candidats au poste de Dieu. Ils étaient simplement des individus ordinaires soudoyés par Métropoliman pour participer à son plan. Avec Métro Bleu mort et Métro Yellow sous son contrôle, Métropoliman menotta Métro Yellow et Shion. Devant le public abasourdi, il commença à les exécuter. Shion, terrifiée et impuissante, cria pour qu'on vienne la sauver, suppliant la foule de l'aider. Ses cris résonnaient dans tout le stade, mais personne n'osa intervenir. Mirai et Saki, qui regardaient depuis les gradins, étaient paralysés par la peur et l'incertitude. Saki supplia désespérément quelqu'un d'intervenir pour sauver Shion, mais il était déjà trop tard. Métropoliman tua sans pitié Shion, volant ainsi son pouvoir pour se rendre encore plus fort. Alors que le chaos se propageait, Nasé descendit sur le terrain, attirant l'attention par sa présence imposante. Elle confronta Métropoliman et réussit à le convaincre de discuter en privé. Au cours de leur conversation, elle négocia un passage sûr pour les autres candidats au poste de Dieu, les exhortant à quitter le stade et à rentrer chez eux. Cette nuit-là, Mirai s'assit dans sa chambre, hantée par le souvenir horrifiant de la mort de Shion. Sa fin tragique fit ressurgir les paroles de son père. « Ne hais jamais personne, et ne fais jamais de mal aux autres, même s'ils te blessent en premier. » Les enseignements de son père avaient façonné Mirai en un jeune homme gentil mais naïf, incapable de se venger, peu importe la cruauté des autres. Le lendemain, Saki approcha Mirai avec une idée audacieuse. Elle proposa de rassembler les candidats restants pour former une alliance contre Métropoliman. Elle pensait que les autres candidats considéraient également Métropoliman comme une menace et seraient prêts à coopérer. Au milieu de leur discussion, un homme d'âge moyen nommé Nanato Mukaido fit une apparition inattendue. Il se présenta et exprima son désir de rejoindre leur groupe. Mukaido était ingénieur dans une entreprise spécialisée dans la fabrication de combinaisons de combat avancées. Il avait une famille qu'il aimait profondément, mais sa vie avait pris un tournant sombre. Quelques jours plus tôt, la santé de Mukaido s'était détériorée à cause d'une maladie en phase terminale. Les médecins lui avaient annoncé qu'il ne lui restait que 3 mois à vivre. Alors qu'il luttait avec cette nouvelle dévastatrice, un ange nommé Barret lui apparut. Elle lui proposa de devenir un candidat au poste de Dieu, lui promettant une chance de changer sa vie. Une fois que Mukaido rejoignit Saki et Mirai, le groupe décida de créer des costumes pour dissimuler leur identité. Ils savaient que leur adversaire le plus dangereux, Métropoliman, ne devait pas découvrir qui ils étaient. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, un riche et séduisant lycéen nommé Uryu Kanade menait une vie ordinaire, ou du moins en apparence. À l'insu de tous, Kanade était en réalité Métropoliman, le candidat au poste de Dieu impitoyable qui avait déjà tué 4 autres personnes dans sa quête de pouvoir. Un jour, pendant le déjeuner, un camarade de classe de Kanade, Minamikawa, s'approcha de lui avec enthousiasme, lui proposant d'aller regarder de jolies filles dans la classe voisine. Kanade l'ignora, peu intéressé, et lui demanda plutôt ce qu'il ferait s'il avait le pouvoir d'un dieu. Minami plaisanta en disant qu'il éliminerait toutes les femmes pauvres et peu attirantes du monde. À la surprise générale, Kanade acquiesça, bien que son véritable désir fût tout autre. Il souhaitait ramener à la vie sa jeune sœur bien-aimée,
décédé des années plus tôt. Tandis que Kanade menait sa double vie, Mirai, Saki et Mukaido s'affairaient à rechercher d'autres candidats susceptibles de rejoindre leur alliance. Après de longues investigations, Mukaido établit une liste de personnes pouvant être des candidats. Alors qu'ils examinaient la liste, une information de dernière minute à la télévision attira leur attention. Le reportage annonçait qu'une ancienne mannequin nommée Missurine avait sombré dans la violence et s'en prenait désormais à de jeunes collégiennes. Missurine était accusée d'agression et de meurtre sur des jeunes filles. Cependant, la vérité était bien plus sombre. Missurine n'agissait pas de son propre chef. Kanade l'avait secrètement manipulée avec une flèche rouge, la forçant à commettre ses crimes en son nom. De plus, Kanade avait distribué ses ailes et ses flèches à des humains ordinaires sous son contrôle, les utilisant comme des pions pour servir ses ambitions. Alors que la situation devenait incontrôlable, Mukaido et Saki commencèrent à réfléchir à des moyens d'éliminer Métropolitan avant qu'ils ne puissent blesser d'autres personnes. Mukaido affirma que leur meilleure chance de survie était d'attaquer en premier. Cependant, Mirai, avec sa nature douce et naïve, hésitait. L'idée de prendre une vie le terrifiait. Mukaido tenta de le raisonner, expliquant que Métropolitan les viserait sans aucun doute ensuite s'ils n'agissaient pas. Il souligna que Mirai était le seul parmi eux à posséder la flèche blanche, l'arme ultime capable de tuer Métropolitan. Sans sa coopération, leur plan était voué à l'échec. Mais la peur et le conflit moral de Mirai le laissèrent submerger. Le lendemain matin, après avoir vu un autre reportage tragique à propos d'une fille qui avait été victime de Missurine, Mukaido décida de passer à l'action. Il fabriqua des armes et les remit à Saki et Mirai, espérant leur donner un moyen de se protéger contre les attaques de Missurine. Pendant ce temps, Missurine, sous le contrôle de Métropolitan, poursuivait sa folie destructrice. Après avoir tué une collégienne dans une tour, elle s'en prit aux policiers arrivés sur les lieux, utilisant des flèches rouges pour les soumettre à sa volonté. Ces actes sinistres s'intensifièrent, semant la panique dans toute la ville. De retour dans leur repère, Mukaido et Mirai enfilèrent leur équipement de combat, prêts à affronter Missurine. Mirai, cependant, luttait contre son incertitude et sa peur. Il ne savait pas s'il pourrait se résoudre à tuer quelqu'un, même une personne aussi dangereuse que Missurine. Mukaido le rassura, insistant sur le fait que Missurine devait être arrêtée pour protéger des vies innocentes. Lorsqu'ils atteignirent la tour, Mukaido grimpa jusqu'au sommet et trouva Missurine allongée, semblant attendre l'apparition de Métropolitan. Pendant ce temps, Mirai resta en bas, observant attentivement les environs pour détecter tout signe de Métropolitan. Soudain, sans prévenir, la tour explosa, projetant des débris partout. Mukaido fut éjecté du sommet et commença à chuter vers le sol. Mirai, réagissant rapidement, s'envola pour le rattraper juste à temps, le portant en lieu sûr. L'explosion, cependant, tua Missurine, mettant fin à sa série de terreurs. Il devint rapidement clair que l'explosion faisait partie d'un piège tendu par Métropolitan, conçu pour attirer d'autres candidats au poste de Dieu et les éliminer. Peu de temps après, Métropolitan s'approcha de Mirai et Mukaido, les forçant dans un coin. Il leur donna un ultimatum, abandonner leur pouvoir ou ils feraient exploser un autre bâtiment, tuant potentiellement de nombreuses personnes innocentes. Face à cette situation désespérée, Mukaido élabora un plan risqué. Il se porta volontaire pour distraire Métropolitan, se proposant comme appât, tandis que Mirai tentait de le toucher avec une flèche rouge. Malgré leurs efforts, le plan échoua. Mukaido évita de justesse d'être tué par la flèche blanche de Métropolitan, laissant Mirai sans autre choix que d'affronter directement leur puissant ennemi. Un combat féroce s'ensuivit, la tension montant à chaque mouvement capturé en direct par les caméras d'un journal télévisé couvrant l'explosion de la tour. Le combat fut intense, les deux camps repoussant leurs limites. À un moment crucial, Mukaido parvint à attraper Métropolitan par derrière, le tenant fermement. Il cria à Mirai de finir le travail, mais Mirai hésita, incapable d'utiliser sa flèche blanche pour tuer. Profitant de l'hésitation de Mirai, Métropolitan lutta pour se libérer. Avant qu'il ne puisse s'échapper, Mukaido tira avec son arme sur le masque de Métropolitan, le brisant et révélant son vrai visage à Mirai et aux caméras. Ce soir-là, alors que Mirai, Saki et Mukaido se rassemblèrent chez Saki pour réfléchir à ce qui s'était passé, Mirai ressentit un profond sentiment de culpabilité. Il avoua qu'il ne se sentait pas adapté à ce combat, admettant que son incapacité à tuer faisait de lui un poids pour l'équipe. Au cours des derniers jours, des rumeurs commencèrent à circuler parmi les amis de Saki concernant sa relation avec Mirai. Ils murmuraient et spéculaient, l'accusant d'avoir une romance secrète avec lui. Agacé par ces commérages, Saki nia fermement les accusations, affirmant qu'elle n'avait aucun sentiment romantique pour Mirai. Pendant ce temps, Mirai prit silencieusement la responsabilité de protéger Saki. Chaque jour, il la suivait discrètement, restant proche pour s'assurer qu'elle ne soit pas prise au dépourvu par Métropolitan ou un autre candidat au poste de Dieu. Ailleurs,
Kanade entra dans sa classe avec une blessure visible sur la tête. Ses amis, inquiets, lui demandèrent ce qui s'était passé. Kanade minimisa leurs préoccupations, mentant qu'il avait simplement glissé dans les escaliers. Cependant, Minami, l'une de ses camarades, devint méfiante face au comportement étrange de Kanade. En rassemblant les indices, Minami découvrit la vérité choquante, Kanade était métropoliman. Effrayée pour sa propre sécurité, elle choisit de faire semblant de ne rien savoir, gardant ses distances avec lui. De retour avec Mirai, Saki et Mukaido, le groupe se réunit pour analyser les indices qu'ils avaient sur l'identité de Métropoliman. Mirai le décrivit comme un jeune homme de son âge, à la peau très pâle et au trait remarquablement beau. Intrigué par cette description, Mukaido demanda à Mirai de se concentrer pour se souvenir du visage de l'homme et de le dessiner sur papier afin de réduire le champ des recherches. Une nuit, Saki approcha Mirai de manière inattendue, le cœur lourd. Sans donner d'explication, elle s'allongea à côté de lui, submergée par ses émotions. En silence, elle s'excusa pour la manière dont elle l'avait traité dans le passé. Elle avoua qu'au lycée, elle avait harcelé Mirai, le moquant et l'isolant, sans jamais réaliser à quel point elle lui faisait du mal. Saki révéla ensuite que le jour où elle avait décidé de s'excuser, elle avait été témoin de quelque chose qui changea sa vie pour toujours. Elle avait vu Mirai debout au bord d'un immeuble, prêt à commettre l'irréparable. Ce souvenir la hantait, la remplissant de culpabilité et de regret. Se sentant responsable de son désespoir, Saki fut elle-même accablée par la honte. À un moment donné, elle envisagea même de faire l'irréparable en marchant dans la mer, croyant que c'était le seul moyen d'expier ses actes. Pendant cette période, Saki devint l'une des candidates au poste de Dieu en rencontrant Revel, son ange. Malgré ce nouveau chemin, elle restait tourmentée par sa culpabilité envers la façon dont elle avait traité Mirai dans le passé. Une soirée, incapable de supporter le poids de son regret, elle supplia Mirai en larmes de mettre fin à ses souffrances. À sa grande surprise, Mirai sembla accepter. Il la souleva dans les airs, la tenant au-dessus du sol, comme s'il allait la laisser tomber. Revel, témoin de la scène, paniqua et tenta d'intervenir, mais Nassé l'arrêta, insistant sur le fait que les actions de Mirai faisaient partie de quelque chose de plus grand. Alors que Mirai relâchait son emprise, la peur de Saki la submergea. Dans ce moment terrifiant, elle réalisa qu'elle ne voulait pas mourir. Désespérée, elle s'accrocha à la main de Mirai et le supplia de lui pardonner. Mirai, qui n'avait jamais nourri de haine envers elle, la ramena en sécurité. Finalement, les larmes aux yeux, ils firent une promesse sincère de se protéger mutuellement et de s'efforcer de bâtir un avenir plus heureux et plus lumineux ensemble. Libérée de sa culpabilité, Saki changea de comportement. Elle devint plus joyeuse et déterminée à contribuer à leur mission. Elle prit même l'initiative de louer un appartement plus grand, le transformant en leur nouvelle base d'opération où l'équipe pourrait se réunir et planifier plus efficacement. Inspirée, Saki demanda à Barret comment elle pourrait obtenir une paire d'ailes blanches comme celle de Mirai. Barret expliqua que les anges célestes comme Revel, qui étaient des anges de premier rang, ne pouvaient pas accorder d'ailes. Nassé, en revanche, était un ange de rang spécial capable de conférer des pouvoirs plus puissants. Barret révéla également que Saki ne pouvait obtenir des ailes que de deux façons. En tuant d'autres candidats au poste de Dieu et en volant leur pouvoir, ou en aidant Revel à devenir un ange de deuxième rang. Refusant de faire du mal à qui que ce soit, Saki décida que la seule option était de permettre à Revel de monter en grade. Pendant ce temps, Kanade et son ange, Mesa, examinaient les enregistrements vidéo de son combat contre Mukaido. Mesa, un ange de rang spécial connu pour sa cruauté, encourageait Kanade à étudier attentivement les capacités de ses ennemis. Elle le poussait constamment à éliminer d'autres candidats pour sécuriser sa position. De leur côté, l'équipe de Mirai arriva dans une église abandonnée qu'ils avaient choisie comme nouveau quartier général. Ce lieu silencieux et oublié semblait parfait pour leur réunion et leur stratégie. En parallèle, Mukaido avait achevé un costume de combat multifonctionnel, inspiré des Rangers, spécialement conçu pour Saki afin de la préparer aux futures batailles. Alors que l'équipe se préparait aux défis à venir, Revel restait concentré sur l'objectif de renforcer ses pouvoirs pour devenir un ange de deuxième rang. Ailleurs, un homme nommé Hajime Sokotani, un autre candidat au poste de Dieu, engagea un détective privé pour découvrir l'identité de ses rivaux. On apprit que la vie de Hajime avait toujours été marquée par des difficultés. Né dans la pauvreté et doté d'une apparence peu attirante, il avait subi des mauvais traitements constants et des moqueries de la part de son entourage. Sa seule famille, qui représentait sa seule source de réconfort, était décédée des années auparavant. Seul et brisé, Hajime envisagea l'irréparable. Au moment où il s'apprêtait à passer à l'acte, un ange masculin nommé Balta apparut devant lui. Balta offrit à Hajime une chance d'avoir une vie plus facile et meilleure. Inspiré par cette opportunité, Hajime accepta et devint un candidat au poste de Dieu. Utilisant le pouvoir de la flèche rouge, Hajime fit tomber une fille amoureuse de lui,
goûtant enfin à l'affection qu'il avait toujours désirée. Cependant, lorsqu'il s'approcha pour l'embrasser, il aperçut son reflet. La vue de son propre visage le remplit de honte et d'insécurité. Déterminé à changer la perception que les autres avaient de lui, Hajime subit une opération de chirurgie esthétique pour transformer son apparence. Après l'intervention, il devint un homme remarquablement beau, capable désormais d'attirer l'admiration plutôt que le mépris. Fort de cette nouvelle confiance, Hajime développa une obsession pour un autre candidat, Kanade, après avoir découvert son identité. Considérant Kanade comme un modèle, Hajime choisit de collaborer avec lui, acceptant de devenir son pion. Kanade ne perdit pas de temps pour exploiter Hajime dans ses plans. Un jour, Hajime exécuta les ordres de Kanade en kidnappant la femme et la fille de Mukaido, les retenant en otage dans un bâtiment d'un parc d'attractions. Kanade contacta ensuite Mukaido, révélant l'emplacement de sa famille pour l'attirer dans un piège. Lorsque Mukaido apprit la situation de sa famille, lui et Mirai se précipitèrent immédiatement vers le parc d'attractions avec Nase, tandis que Saki restait avec Revel pour l'aider à monter en grade afin qu'il puisse lui donner une paire d'ailes. Au parc d'attractions, Mukaido se précipita dans la serre où sa femme et sa fille étaient supposées être retenues. Cependant, il s'agissait d'un piège tendu par Kanade et Hajime. Les deux lancèrent une attaque coordonnée, frappant depuis différentes directions. Voyant Mukaido en danger, Mirai esquiva les attaques et entra dans la serre pour aider à sauver la famille de Mukaido. La situation devint plus désespérée alors que Mirai et Mukaido tentaient de mettre la femme et la fille de Mukaido en sécurité. Malgré leurs efforts, toutes leurs tentatives pour s'échapper de la serre échouèrent, et ils se retrouvèrent piégés. Satisfait de son succès, Kanade laissa Hajime garder la serre pendant qu'il surveillait la situation à distance depuis son domicile. Tandis qu'Hajime veillait sur Mukaido et sa famille, il ne put s'empêcher de se sentir troublé. Pour la première fois, il vit quelque chose qui l'émut profondément, la volonté de Mukaido de se sacrifier pour protéger ses proches. Après être restés piégés dans la serre pendant plusieurs jours, Mirai et Mukaido s'affaiblirent, leur énergie s'épuisant à force de surutiliser leur pouvoir. Pendant ce temps, dans leur cachette, Saki s'inquiétait de plus en plus de l'absence prolongée de Mirai. Submergée par la peur et la tristesse, elle éclata en sanglots. Contre toute attente, ces émotions intenses déclenchèrent une transformation miraculeuse chez Revel, qui atteignit le rang d'ange de 2e niveau. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, Revel offrit à Saki une paire d'ailes blanches. Revigoré par ce cadeau, Saki s'envola immédiatement vers la serre pour secourir Mirai et Mukaido. À son arrivée, Nase et Bare, qui avaient observé la situation en secret, se joignirent à elle pour élaborer un plan. Ensemble, ils décidèrent de tirer une flèche rouge sur Hajime dans l'espoir de le contrôler. Peu de temps après, Saki réussit à atteindre Hajime avec la flèche, le rendant soumis à sa volonté. Sous son influence, Hajime fut touché par sa gentillesse et son courage. Saki le convainquit alors de changer de camp et de l'aider à combattre Kanade. Totalement captivé par elle, Hajime accepta et utilisa son épée pour attaquer la serre, provoquant de grandes fissures dans la structure. Kanade, réalisant que ses plans s'effondraient, se précipita sur les lieux et tenta d'attaquer Saki. Mais Hajime, désormais loyal envers elle, se mit en travers de son chemin pour la protéger. Pendant ce temps, les fissures dans la serre permirent à Mirai et Mukaido de s'échapper avec la femme et la fille de ce dernier. Saki escorta rapidement la famille jusqu'à leur cachette pour les mettre en sécurité, puis retourna rejoindre Mirai et Mukaido pour affronter Kanade. Au point de rendez-vous, Revel suggéra que Saki, Mirai et Mukaido se tirent mutuellement des flèches rouges. Cela leur permettrait d'être immunisés contre les flèches ennemies pendant le combat. Alors qu'ils se préparaient, les subordonnés de Kanade arrivèrent, et ce dernier ordonna à Hajime d'éliminer les autres candidats. Le premier adversaire de Hajime était un homme portant une armure de combat lourde, qu'il vainquit rapidement. Son prochain défi était Fuyuko Kohinata, une candidate au poste de dieu armée d'une arme virale mortelle. Fuyuko prévoyait de libérer une bombe virale dans l'air, menaçant d'anéantir l'humanité par contamination. Kanade, voyant une opportunité, encouragea Fuyuko à viser Mirai et ses alliés en premier. Conscient du danger, Mirai vola directement vers Fuyuko pour l'arrêter avant qu'elle ne puisse déclencher la bombe. Cependant, Fuyuko activa le dispositif radioactif, libérant le virus dans l'air. Agissant rapidement, Mirai utilisa sa flèche blanche pour désactiver la bombe, empêchant le virus de se propager davantage. Bien qu'il ait eu l'occasion d'attaquer Fuyuko, sa peur de blesser les autres l'en empêcha. Voyant l'hésitation de Mirai, Fuyuko lança son arme virale sur lui. Saki, réalisant le danger, se précipita pour protéger Mirai avec son propre corps. Mais avant qu'elle n'atteigne sa cible, Hajime, profondément amoureux de Saki, intervint et se sacrifia pour la sauver. Avec ses dernières forces, Hajime lança son épée sur Fuyuko, la frappant et stoppant ainsi son plan mortel. Cependant, au cours de l'affrontement, l'une des armes empoisonnées de Fuyuko atteignit Hajime,
provoquant une dissolution douloureuse de son corps. Malgré son sacrifice courageux, Hajime succomba au poison et mourut. Après sa mort, son ange Balta transmit les ailes et les flèches rouges de Hajime à Saki avant d'escorter l'âme de ce dernier au paradis. Pendant ce temps, Mukaido, totalement épuisé et affaibli par l'aggravation de sa maladie, s'effondra inconscient, laissant Mirai seul face à Kanade. Mirai, restant ferme, déclara à Kanade qu'il ne le tuerait pas avec la flèche blanche. Il avait plutôt l'intention de le neutraliser avec la flèche rouge et de le livrer aux autorités pour qu'il soit traduit en justice. Kanade éclata de rire devant les paroles de Mirai, le qualifiant de naïf et de trop lâche pour faire ce qui était nécessaire. Alors que la tension montait, le duel commença, et leur combat devint rapidement féroce, chacun luttant de toutes ses forces. Kanade, contrairement à Mirai, avait grandi dans un monde de privilèges et de luxe. Né dans une famille riche, il avait toujours été entouré de familles nobles et de personnalités prestigieuses. Il interagissait rarement avec des personnes issues des classes sociales inférieures, qu'il considérait comme indignes et répugnantes. Cette attitude arrogante était le fruit de sa vie privilégiée, alimentant son mépris pour tout ce qu'il jugeait inférieur. La seule personne que Kanade aimait vraiment était sa sœur cadette, Rea Uryu. Elle était sa fierté et sa joie, et il l'adorait profondément. Kanade la comblait de tout ce qu'elle désirait, leur lien étant si fort qu'il était prêt à tout pour préserver son bonheur. Mais en grandissant, Rea commença à éprouver des sentiments romantiques pour quelqu'un, et l'amour de Kanade devint possessif. Lorsqu'elle tomba amoureuse d'un garçon, la jalousie de Kanade le consuma. Il ne pouvait supporter l'idée de la perdre au profit de quelqu'un d'autre. Une nuit tragique, alors que Rea essayait de rejoindre le garçon qu'elle aimait, la colère de Kanade explosa. Il tenta de l'arrêter, mais dans le chaos, Rea tomba accidentellement du haut du balcon du château. Elle heurta violemment sa tête et mourut sur le coup. Dévasté par sa mort, Kanade conserva secrètement son corps, refusant de faire son deuil. Avec le temps, le vide dans la vie de Kanade devint insupportable. Sans Rea, il sombra dans une profonde dépression et finit par envisager l'irréparable. Au bord du suicide, l'ange Mesa apparut devant lui, le choisissant comme candidat au poste de Dieu. Mesa lui promit une chance de réaliser son objectif ultime, devenir Dieu et ressusciter Rea. Désespéré par cette opportunité, Kanade accepta sans hésiter. Dans le présent, Kanade et Mirai poursuivaient leur combat, échangeant des flèches dans un duel intense. Ce combat, rempli d'action, était retransmis en direct par les chaînes de télévision, captivant l'attention des téléspectateurs. Parmi eux se trouvait Susumu Yuito, un jeune candidat au poste de Dieu qui observait la bataille avec excitation. Après un combat intense et éprouvant, Mirai parvint finalement à capturer Kanade en l'entravant avec une corde. Cela ne fut possible qu'avec l'aide de Saki et de leurs alliés. Immobilisé et incapable de riposter, Kanade semblait vaincu. À ce moment-là, Mukaido, qui avait repris connaissance après s'être évanoui, se prépara à porter le coup final. Malgré son état de faiblesse, Mukaido rassembla toutes ses forces restantes, alimentées par les souvenirs de sa famille et des personnes qu'il voulait protéger, et tira sur Kanade avec son arme. À la surprise générale, bien que Kanade fût tué, Mukaido n'hérita ni de ses ennemis du pouvoir de la flèche blanche. La vérité fut rapidement révélée, les pouvoirs de Kanade avaient déjà été promis à quelqu'un d'autre. Avant le début du combat, Susumu Yuito avait secrètement tiré une flèche rouge sur Kanade. Sous l'influence de cette flèche, Kanade avait accepté de transférer tous ses pouvoirs à Susumu à sa mort. Alors que la bataille touchait à sa fin, Mirai et les autres emmenèrent Mukaido à l'hôpital dans l'espoir de le sauver. Mais malgré leurs efforts, l'état de Mukaido était trop avancé. Son cancer avait atteint un stade terminal, se propageant de manière incontrôlable dans son corps. Peu de temps après, Mukaido s'éteignit paisiblement, entouré des personnes qui comptaient pour lui. Après sa mort, Bare, l'ange de Mukaido, transféra son pouvoir restant à Saki avant d'accompagner l'âme de Mukaido au paradis. Sa famille et ses amis, qui avaient combattu à ses côtés jusqu'à la fin, furent laissés pour pleurer la perte d'un membre courageux et altruiste. Ce soir-là, alors que Mirai était assis tranquillement, accablé de chagrin, Saki s'approcha de lui. Elle aussi était profondément attristée par la disparition de Mukaido et tenta de réconforter Mirai. Au cours de leur conversation, Saki révéla la raison pour laquelle Mukaido n'avait pas hérité des pouvoirs de Kanade. Apparemment, Susumu avait secrètement tiré une flèche rouge sur Kanade alors qu'il était encore à l'école, le forçant à combattre Mirai. L'objectif ultime de Susumu n'était pas seulement d'éliminer Kanade, mais aussi de s'approprier la flèche blanche de Mirai, l'arme la plus puissante de toutes. Plus tard dans la soirée, Mirai commença à analyser les candidats restant au poste de Dieu, calculant leurs forces et se préparant à la possibilité que le plus puissant d'entre eux attaque. Avec seulement quelques candidats encore en lice, Mirai savait que la bataille pour le poste de Dieu était loin d'être terminée. Le lendemain matin, alors que Mirai et Saki partageaient leur petit déjeuner,
les anges se rassemblèrent dans le ciel pour discuter de la situation. Avec seulement 7 candidats restants pour devenir Dieu, les anges spéculaient sur qui sortirait vainqueur et deviendrait le prochain Dieu. Cependant, l'issue demeurait incertaine, et ils ne pouvaient qu'observer les événements se dérouler. Après la réunion, Revel descendit à la table de Mirai et Saki avec des nouvelles urgentes. Il leur montra une diffusion en direct d'un jeune garçon affirmant être un candidat au poste de Dieu. Ce garçon était Susumu Yuto, un enfant issu d'une famille modeste. Malgré des parents aimants, la vie de Susumu était solitaire. Ses parents, toujours absorbés par leur travail, ignoraient la double vie secrète de leur fils en tant que candidat au poste de Dieu. Il fut révélé que Susumu avait grandi dans un monde dépourvu d'amour et de compagnie. Privé de l'attention de ses parents et du réconfort d'amis, il ressentit le poids lourd de la solitude dès son plus jeune âge. Un jour, submergé par ce vide, Susumu remarqua une bouteille de somnifère sur la table et prit la décision de faire l'irréparable. Mais au moment où il allait prendre les pilules, un ange masculin nommé Panema apparut devant lui. Panema lui offrit l'opportunité de devenir l'un des candidats au poste de Dieu, promettant un avenir meilleur. Avec l'aide de Panema, Susumu reçut le pouvoir de la flèche rouge. Pour la première fois, sa vie commença à changer. Les enfants qui l'ignoraient auparavant souhaitaient désormais jouer avec lui, attirés par son charme sous l'influence de la flèche. Pour Susumu, cela ressemblait à un rêve devenu réalité. Lorsque Susumu vit Métropoliman à la télévision, il comprit rapidement que l'existence de candidats comme lui mettait sa vie en danger. Déterminé à se protéger, Susumu rechercha Métropoliman et le frappa d'une flèche rouge, prenant ainsi le contrôle sur lui. Dans le présent, pendant la diffusion en direct de Susumu, il s'adressa aux autres candidats au poste de Dieu, les invitant à se rassembler pour tenir une réunion. Son objectif était de décider, en tant que groupe, qui parmi eux méritait de devenir Dieu. Cette annonce audacieuse provoqua un chaos généralisé. La diffusion fut vue par des gens à travers tout le pays, plongeant le gouvernement dans une crise. En conséquence, les autorités s'efforcèrent de localiser Susumu et les autres candidats. Des forces spéciales furent déployées pour le capturer, mais lorsqu'ils localisèrent enfin sa position, Susumu utilisa ses pouvoirs pour s'échapper facilement, disparaissant en quelques secondes. Le véritable objectif du gouvernement était effrayant, il voulait capturer les candidats pour confirmer leur pouvoir. Si ces pouvoirs se révélaient divins, le gouvernement projetait d'utiliser les candidats comme armes biologiques pour des destructions massives. Pendant ce temps, Saki restait sous l'influence de la flèche rouge de Mirai. Bien que le contrôle de la flèche fût indéfectible, Saki acceptait volontairement de la garder dans son corps. Elle voulait que Mirai hérite de ses pouvoirs si jamais quelque chose lui arrivait. Le jour suivant, alors que Mirai et Saki rentraient chez eux après l'école, un homme mystérieux les aborda. Grand et imposant, il leur demanda de le suivre sans leur laisser vraiment le choix. Cet homme, Oshimaseya, était accompagné d'une femme nommée Minami Yumiki. Ils révélèrent qu'ils étaient là pour protéger Mirai et Saki contre le gouvernement, qui avait commencé à chasser les candidats au poste de Dieu. Oshi expliqua le plan sinistre du gouvernement, transformer les candidats en armes vivantes pour des massacres de grande envergure. Pour assurer leur sécurité, il emmena Mirai et Saki dans un appartement situé dans une partie cachée de la ville, où ils pouvaient vivre sous la protection de Minami Yumiki. Au début, Mirai se méfiait des intentions de Oshi. Il soupçonnait que Oshi pouvait être un criminel essayant de les utiliser à ses propres fins. Cependant, Nasser rassura Mirai en affirmant que Oshi disait la vérité et qu'il n'y avait aucune raison de se méfier de lui. À contre-cœur, Mirai décida de faire confiance à Oshi. Pour renforcer leur lien, Saki donna l'un de ses anneaux de pouvoir à Yumiki. Avec cet anneau, Yumiki put voir les anges pour la première fois. Submergée par la vue, elle observa comment ces nouvelles ailes blanches la portaient gracieusement dans le ciel. Avec leur confiance en Yumiki renforcée, elle rejoignit le groupe et commença à les aider à traquer les 4 autres candidats au poste de Dieu non identifiés. Après des recherches approfondies et un tri minutieux des données, Yumiki découvrit que l'une des candidates, Yuri Temari, avait été arrêtée par la police. Cependant, l'identité des autres candidats restait un mystère. Le lendemain, Saki et Mirai décidèrent d'élargir leurs recherches en interrogeant Minami, qui avait été un ami proche de Kanade. Au départ, ils suspectaient que Minami pourrait être un candidat au poste de Dieu en raison de sa capacité à charmer et à sortir avec une jeune fille mineure et belle. Cependant, après leur interrogation, il devint clair que Minami était simplement un humain ordinaire sans pouvoirs spéciaux. Prenant conscience de cela, Mirai imagina un plan astucieux. Ils diffusèrent de fausses informations en ligne, faisant croire que Minami était un candidat au poste de Dieu. Cela servirait de diversion pendant qu'ils poursuivaient leur véritable recherche. Après avoir exploré plusieurs endroits, Mirai et Saki trouvèrent enfin l'un des candidats. Un garçon de 13 ans nommé Nakaomi. À ce moment-là, Nakaomi tentait de faire l'impensable avec son frère aîné, en raison de leurs circonstances désespérées. Heureusement, Mirai et Saki réussirent à l'arrêter et décidèrent de les emmener,
lui et son frère, à la planque de Hoshi pour en discuter davantage. Le lendemain, alors que Mirai et Saki étaient en public, vêtus de leurs uniformes, Susumu apparut soudainement devant eux. Profitant de l'occasion, Mirai invita Susumu à rejoindre leur groupe, espérant en savoir plus sur ses intentions. Pendant ce temps, Revel et plusieurs autres anges travaillaient à sauver Yuri Temari de la station de police. Grâce à son pouvoir de flèche rouge, Temari manipula les officiers pour les amener à l'aider à s'échapper. Cette nuit-là, après que Temari se soit enfui dans la forêt, Susumu la rejoignit et lui offrit une paire d'ailes, la rendant encore plus puissante. De retour à la cachette de Hoshi, Mirai et les autres se réunirent pour discuter de leurs prochaines étapes et décider qui parmi eux pourrait être digne de devenir le prochain dieu. Lors de la réunion, Nakaomi, encore peu familier avec les responsabilités d'un dieu, se tourna vers son ange, Ogaro, pour des réponses. Ogaro expliqua qu'un dieu est un souverain universel, doté d'un pouvoir illimité, capable de contrôler la vie et la mort. Ainsi, celui qui serait choisi pour devenir dieu devait être une personne sage et juste, capable de façonner la destinée de l'humanité de manière responsable. Après une longue discussion, Mirai et les autres décidèrent que Nakaomi serait le meilleur choix pour devenir dieu. Cependant, avant de prendre une décision finale, ils devaient trouver le dernier candidat au poste de dieu et vérifier s'il acceptait le plan. Ils découvrirent bientôt que le dernier candidat était Gaku Yoneda, un professeur de physique connu pour avoir consacré sa vie à la recherche et interagissant rarement avec d'autres personnes. Le lendemain, après avoir confirmé l'identité de Yoneda, le groupe décida d'organiser une réunion publique où tout le monde pourrait les voir. Ils ne se souciaient plus de garder leurs identités secrètes, croyant que la transparence était essentielle. Cependant, Yoneda choisit de ne pas assister à la réunion en personne. Il envoya plutôt son ange, Muni, tandis qu'il observait tout depuis une vidéo en direct. Lorsque la réunion commença, le chaos éclata lorsque le gouvernement envoya des forces militaires spéciales pour arrêter les candidats au poste de dieu. L'apparition soudaine des soldats effraya la foule, provoquant la panique parmi les civils présents. Observant l'événement se dérouler sur la diffusion en direct, Yoneda contacta rapidement le Premier ministre. Il l'exhorta à annuler l'attaque, expliquant que les candidats n'avaient besoin que de 24 heures pour discuter et choisir le prochain dieu. Comprenant la gravité de la situation, le Premier ministre ordonna le retrait des militaires, permettant ainsi aux candidats de poursuivre leur réunion. Pour garantir l'équité, Yoneda envoya un drone pour enregistrer les visions et les missions de chaque candidat, dans l'intention d'analyser leur plan avant de décider à qui apporter son soutien. Les candidats prirent ensuite tour à tour la parole pour partager leur vision. Nakaomi fut le premier à s'exprimer, exprimant son désir d'aider les gens à mourir paisiblement, sans douleur. Temari suivit, déclarant sa vision de créer un monde où les humains pourraient vivre des vies luxueuses sans avoir besoin de travailler dur, leur permettant ainsi de se concentrer sur le plaisir et la joie. Ensuite, Susumu partagea sa perspective. En tant qu'esprit jeune et imaginatif, sa vision était de donner à chacun le pouvoir de la flèche blanche, transformant la vie en un jeu excitant et imprévisible. Quand ce fut le tour de Saki, elle hésita, incertaine de sa vision exacte pour le monde. Cependant, elle exprima son désir sincère que tout le monde vive heureux et partage des sourires les uns avec les autres. Enfin, ce fut le tour de Mirai. Il admit que s'il était choisi comme Dieu, il ne ferait rien du tout. Son objectif était de laisser l'humanité trouver son propre chemin sans interférence. Après avoir partagé leur vision, Mirai suggéra que tous les candidats quittent la réunion et se dirigent vers un endroit sûr. Mais juste au moment où ils allaient se disperser, Yoneda apparut en personne pour la première fois. Ses paroles choquèrent tout le monde. Il affirma que Dieu les avait tous trompés depuis le début. Yoneda expliqua que le concept de Dieu avait été créé par les humains eux-mêmes, une figure qu'ils pouvaient adorer et sur laquelle ils pouvaient compter en période de faiblesse et de peur. Il révéla également que la véritable motivation de Dieu en nommant son successeur était que Dieu avait en réalité peur de l'extinction et cherchait à transmettre son héritage aux humains, garantissant ainsi que son existence se poursuive à travers eux. En entendant les affirmations de Yoneda, Mirai posa une question directe. Si les dieux avaient vraiment été créés par les humains, pourquoi cherchait-il des candidats parmi les humains en premier lieu? Cela déclencha un débat animé parmi les candidats, les divisant en factions. Nakaomi, influencé par la logique de Yoneda, choisit de s'aligner avec lui, tandis que Saki resta fermement du côté de Mirai. Au milieu de la discussion tendue, Susumu remarqua quelque chose d'alarmant, un tireur d'élite les visait. Il avertit rapidement les autres du danger, mais avant que quelqu'un puisse réagir, Susumu fut frappé par une balle de sniper et tomba, à peine en vie. Yoneda agit rapidement, attrapant Susumu avant qu'il ne touche le sol et le portant en sécurité. Mirai et les autres candidats profitèrent de l'occasion pour disparaître de la scène. Malgré les efforts de Yoneda, Susumu succomba à ses blessures. Dans un mouvement calculé, Yoneda le tua pour s'emparer de ses pouvoirs. Le jour suivant, Mirai, Saki et Temari se réunirent à la maison de Hoshi,
où ils prirent une décision importante. Mirai deviendrait le prochain dieu. Cependant, Yoneda avait ses propres plans. Il utilisa une flèche rouge pour contrôler Nakaomi, transformant le garçon en allié. En même temps, Yumiki, qui avait secrètement comploté, contrôla Oshi avec une flèche rouge. Son objectif était d'extraire des informations sur les projets du gouvernement concernant les candidats au poste de dieu. Une fois sous le contrôle de Yumiki, Oshi révéla une connexion inattendue. Lui et Yoneda avaient été camarades de classe au lycée. Yoneda, cependant, n'avait fréquenté l'école que pendant 2 semaines avant de choisir d'étudier de manière indépendante chez lui. Son engagement solitaire dans l'apprentissage l'avait conduit à devenir le brillant chercheur qu'il était aujourd'hui. Yoneda partagea plus tard l'histoire de sa première rencontre avec Muni, l'ange de la destruction. Malgré sa renommée et son succès, Yoneda était devenu désillusionné par la vie. Ses recherches révolutionnaires l'obligeaient à assister à d'innombrables réunions et à interagir avec des gens, ce qui lui laissait peu de temps pour sa véritable passion, terminer ses études. Frustré, il décida de faire l'impensable en consommant une dose létale de somnifères. Mais Muni intervint, l'empêchant de mettre son plan à exécution et lui offrant une chance de devenir un candidat au poste de dieu. Après avoir raconté son histoire, Yoneda se tourna vers Ogaro, lui demandant des informations sur les anges envoyés par les dieux. Ogaro expliqua que les anges de niveau spécial, comme Nasei, étaient particulièrement dangereux en raison de leurs capacités uniques, comme le pouvoir de se connecter physiquement avec les humains et de les influencer de manière profonde. Pendant ce temps, Mirai agissait pour protéger ses alliés. Il tira des flèches rouges sur Yumiki et Oshi, s'assurant que personne d'autre ne pourrait les contrôler. Cependant, Yoneda avait déjà pris des mesures plus extrêmes. En utilisant des flèches rouges, il contrôla le Premier ministre et plusieurs responsables gouvernementaux, assurant leur loyauté. Avec le gouvernement désormais sous son influence, Yoneda ordonna la mise en place d'un lieu de réunion sécurisé pour les candidats au poste de dieu. Il lança également un appel public, exhortant les citoyens à ne pas interférer avec le processus. De plus, Yoneda donna l'ordre au Premier ministre et au département de la Défense nationale de ne pas nuire aux candidats sans son approbation. Cette nuit-là, Minami était assis dans un parc avec sa petite amie, Sayuri, profitant de la soirée calme. Soudain, ils remarquèrent Mirai et Saki s'élevant dans le ciel, leurs silhouettes brillant comme des étoiles filantes. Inspirés par ce magnifique spectacle, Minami et Sayuri décidèrent de voler jusqu'à une colline voisine pour regarder le lever du soleil ensemble avant le début de la réunion des candidats au poste de dieu. Le lendemain matin, alors que la réunion se préparait à commencer, le stade était entouré d'une sécurité renforcée. Des policiers étaient postés partout pour maintenir l'ordre, tandis que les membres des médias étaient autorisés à entrer pour couvrir l'événement. La réunion était diffusée en direct, attirant l'attention des gens du monde entier. Lorsque tous les candidats au poste de dieu furent réunis, Oshi profita de l'occasion pour parler avec Yoneda, essayant de le persuader de mettre fin au chaos qu'il avait créé. Cependant, Yoneda resta insensible. Il rejeta les suppliques de Oshi, révélant qu'il avait déjà prévu d'éliminer les autres candidats avec l'aide de Nakaomi, qui était sous son contrôle. Une dispute éclata bientôt entre Yoneda et Mirai, ce dernier exprimant son fort désir de devenir dieu et d'utiliser cette position pour rendre le monde meilleur. Yoneda, cependant, rejeta complètement cette idée, se moquant de ses objectifs qu'il qualifia d'irréalistes et naïfs. Pour éviter une escalade supplémentaire, Yoneda suggéra que les autres candidats quittent le stade, afin de permettre à lui et Mirai de discuter en privé. En conséquence, Nakaomi escorta Saki et les autres, tandis que Oshi choisit de rester derrière, espérant jouer le rôle de médiateur entre Mirai et Yoneda. Pendant leur conversation, Mirai défendit avec passion sa croyance en la création d'un monde meilleur, mais Yoneda rejeta ses idéaux comme de simples clichés. Yoneda révéla ensuite un tournant sinistre. Nakaomi avait pris Saki en otage. Il menaça Mirai, lui disant que si ce dernier ne se soumettait pas à ses demandes, la vie de Saki serait en danger. Face à cette situation désastreuse, Mirai prit une décision déchirante. Il annonça qu'il abandonnerait sa place de candidat au poste de dieu pour sauver Saki. En entendant cela, Yoneda exprima sa déception, critiquant Mirai pour avoir sacrifié un rôle aussi important aussi facilement. Mais Mirai resta ferme, affirmant qu'il ne regretterait jamais son choix de protéger Saki. Non satisfait, Yoneda présenta à Mirai un ultimatum encore plus cruel. Choisir de se sauver lui-même ou sacrifier sa propre vie pour assurer la survie de Saki. Sans hésiter, Mirai choisit de se sacrifier, se préparant alors que Yoneda s'apprêtait à le frapper avec une flèche blanche. Alors que la flèche de Yoneda volait vers Mirai, Nasei enfreignit les règles divines pour intervenir. Elle protégea Mirai, le sauvant de la mort certaine. Cependant, ses actions eurent un lourd prix. Nasei fut rétrogradé au rang d'ange de premier niveau pour avoir enfreint les règles. Après avoir sauvé Mirai, Nasei lui donna un choix. Décider quel pouvoir il voulait conserver. Mirai choisit de garder le pouvoir des flèches rouges,
appréciant leur capacité à influencer les autres sans leur faire de mal. Voyant que Mirai avait survécu, Yoneda tenta une seconde attaque, tirant une autre flèche blanche. Mais juste avant que la flèche n'atteigne Mirai, Saki, qui avait réussi à échapper au contrôle de Nakaomi, apparut de nulle part. Sans hésiter, elle se jeta sur la trajectoire de la flèche, sauvant ainsi Mirai une fois de plus. Nakaomi, désormais sous l'influence de Yumiki, n'était plus capable de nuire aux autres candidats au poste de dieu. Alors que la tension montait, Temari émergea de l'ombre et saisit l'opportunité d'attaquer Yoneda avec une flèche blanche. Cependant, Nase intervint juste à temps, sauvant Yoneda. Son acte désintéressé lui valut une nouvelle promotion, restaurant son statut d'ange de niveau spécial. Témoin de cela, Yoneda réalisa enfin le poids de ses erreurs et les torts qu'il avait causés. Accablé de culpabilité, Yoneda décida de faire l'impensable pour expier tout cela. Mais Nakaomi, refusant de perdre Yoneda, s'avança et se porta volontaire pour devenir le prochain dieu. Après une brève discussion, tous les candidats acceptèrent, et Nakaomi fut choisi comme le nouveau dieu. Les anges le portèrent dans le ciel, où il rencontrerait et fusionnerait avec l'âme de l'actuel dieu. Au fur et à mesure que Nakaomi montait, les ailes et les pouvoirs de flèches blanches des autres candidats au poste de dieu disparurent, les ramenant à leurs formes humaines ordinaires. Ils ressentirent un sentiment de soulagement et de clôture en commençant à revenir à des vies normales. Au ciel, Nakaomi fusionna avec l'âme de Dieu, acquérant une compréhension divine et la capacité de communiquer avec l'essence de Dieu. Le processus de sélection terminé, les candidats survivants retournèrent à leur vie, libérés du poids de la compétition. Le lendemain, Yoneda et Temari commencèrent un nouveau chapitre, canalisant leur curiosité dans la recherche sur le pouvoir des flèches rouges. Pendant ce temps, Saki et Mirai, leur lien plus fort que jamais, décidèrent de vivre ensemble et planifièrent de se marier après avoir terminé leurs études. Regardant depuis les cieux, Nase observait leur bonheur avec une émotion profonde. Voir la vie qu'ils avaient construite ensemble la remplissait d'un sentiment d'accomplissement et de paix. Des années plus tard, Dieu, désormais incarné par Nakaomi, utilisa un portail magique pour observer les vies des humains sur Terre. À travers le portail, il vit Saki et Mirai gérer une boutique de fleurs prospères, Yoneda et Temari poursuivre passionnément leurs recherches, et Oshi prospérer en tant que commissaire de police, heureux et marié à Yumiki. Cependant, aux côtés des scènes de joie et de progrès, Dieu remarqua une réalité troublante. Le nombre de personnes accomplissant l'impensable augmentait chaque année de manière constante. Attristé et accablé par cela, Dieu prit une décision choquante. En utilisant une flèche blanche, il effaça sa propre existence, croyant qu'en s'effaçant, il mettrait fin à toute vie sur terre. Alors que Dieu disparaissait, un par un, les anges commencèrent à disparaître, et avec eux, toute l'humanité. Avant que leur temps ne soit écoulé, Saki, tenant la main de Mirai, parla doucement. Elle exprima sa gratitude pour la vie qu'ils avaient partagée, disant qu'elle était profondément heureuse d'avoir vécu et aimé avec lui. Elle accepta leur destin, prête à se détacher avec paix dans son cœur. Ainsi, la leçon morale de l'histoire est la suivante. Ne jamais oublier de chérir chaque moment passé avec les personnes que nous aimons, car nous ne saurons jamais quand un moment sera notre dernier avec elles.